Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Dans ce segment d'émission, je vais vous parler d'une des lignes de figurines les plus importantes de l'histoire de la figurine de collection. Il s'agit bien sûr de la ligne Movie Maniac de la compagnie McFarlane Toys, qui fut l'une des lignes les plus convoitées de la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Que ce soit des représentations de personnages iconiques tels que Freddy Krueger, Jason Voorhees, Leatherface, Species, Army of Darkness ou encore King Kong, voire même The Fly, cette ligne de figurines qui reviendra sur le marché à partir du milieu des années 2020 demeure pour les amateurs l'une des lignes les plus intéressantes et les plus importantes de l'histoire dont je vous énumère ici non seulement les différentes lignes, mais tous les personnages qu'elles incluaient. Bon, on va parler de figurines de collection. On parle pas de jouets ici, là. On parle pas des figurines qu'on avait quand on était jeune. Et je sens le sourire aller sur le visage de certaines personnes qui me connaissent quand ce mot-là vient à mes oreilles. Ils savent que je grince des dents. C'est ça, je viens de te picosser, de te mettre là, vraiment dans le mood. Là. Non, on parle pas de jouets ici. OK. En réalité, on parle de figurines de collection. Puis, avant d'embarquer dans ça, parce que ce que je vais parler aujourd'hui, c'est l'événement déclencheur de la figurine de collection. Qu'est-ce qui a fait que la figurine est passée officiellement du jouet à la figurine de collection? La différence entre un jouet et une figurine de collection est très simple. Un jouet, un enfant va jouer avec pendant des heures, puis ça ne cassera pas. Il pourra cogner dur. Comme je fais souvent la blague à mes clients, un enfant va frapper avec un jouet sur un mur, puis c'est dommage pour le mur. Mais le jouet va probablement résister. Figurine de collection, c'est quelque chose qui est tellement fragile que des fois, juste en le déballant, il va se casser. Fait qu'on ne joue pas avec ça. Tu le prends, tu l'installes dans une vitrine, puis tu l'admires. C'est comme une mini-statuette, mais avec articulation. Alors, la figurine, ou plutôt le jouet, a toujours existé depuis les années 60, 50 et tout ça. C'est sûr qu'on a eu un développement fort avec... pas avec McFarlane, mais je veux dire avec George Lucas pour le Star Wars dans les années 70, avec l'avènement des petites figurines 3 pouces 3 quarts, ça, c'est du jouet. Mais McFarlane Toys est arrivé dans les années 90, puis lui a créé une nouvelle façon de voir le domaine de la figurine, en quelque sorte. Et il l'a amené au niveau professionnel. Et donc, il a créé l'événement de la figurine de collection.
Mais avant de parler de McFarlane Toys, il faut parler de Todd McFarlane. Parce que Todd McFarlane, à l'origine, c'est un dessinateur. Un gars qui est né le 16 mars 1961 à Calgary, donc c'est un Canadien, qui a fait le tour du Canada. D'ailleurs, il y a des membres de sa famille un peu partout. Moi, je connais mon oncle, je l'appelle toujours mon oncle McFarlane, mais il y a son oncle, Todd McFarlane, qui est à Montréal, qui a sa compagnie de distribution de figurines, de jouets et d'autres accessoires. Là, c'est un distributeur de stock. Bien sûr, sa spécialité, c'est la figurine McFarlane Toys parce qu'il y a des affaires que d'autres distributeurs n'ont pas, parce que bien sûr, il y a des contacts familiaux avec Todd. Mais c'est ça, Todd est tombé, c'était quelqu'un qui à l'origine faisait du dessin. Il a commencé en 1984 avec, je pense que c'était la compagnie, c'était Epic Comics. Et puis, son premier comic était Coyote. Et puis après ça, grâce à ça, il a embarqué avec DC Comics je dirais vers la fin des années 80, dans les alentours de 87, avec le Infinity Incorporated. Puis après ça, il est tombé dans le Detective Comics où il y avait eu une série de 4 numéros qui s'appelait Batman Year 2. Donc c'était vraiment McFarlane Toys qui a fait ça. Mais pas McFarlane Toys, mais je veux dire Todd McFarlane qui avait fait ça. Dessinateur? Comme dessinateur. Okay. Et Todd, à ce moment-là, va tomber à la fin des années 80 dans l'univers de Marvel Comics. Principalement, il a fait The Incredible Hulk aux côtés de Peter David de 87 à 88, avant de tomber dans quelque chose qui va le rendre comme on va appeler une superstar de la bande dessinée ou du comic book américain, c'est The Amazing Spider-Man. Et là, on arrive dans les alentours de fin des années 80, là, à peu près 88-89. Il a commencé, je pense, son premier numéro, c'était Amazing Spider-Man numéro 298. Et il est parti sur une lancée pendant plusieurs années avec le personnage de Spider-Man. C'est lui qui a créé comme, je pourrais dire, l'espèce d'énergie visuel du personnage de Spider-Man lorsqu'il se trimballe d'une place à l'autre avec ses toiles. Okay. Donc, vraiment une position aérodynamique. Comme introduit le mouvement dans les images. Quand tu le voyais plus s'écraser sur lui-même, c'était Todd qui était responsable de ça. Todd McFarlane est le premier dessinateur à avoir dessiné le personnage de Venom. Ah, OK. Fait que ça, il y a peu de monde qui le savent. Et puis, Todd a un défaut. Todd a un caractère. Et donc, dans les années 90, je dirais début des années 90, lui et Marvel vont un petit peu se picosser l'un l'autre parce que Todd a une vision plus adulte du comic book. Et Marvel, eux autres, veulent rester quand même avec un auditoire un petit peu plus jeune. Alors, ça fait des picotages assez intenses jusqu'à voir à un moment donné où est-ce que Todd McFarlane a une mini-série de Spider-Man, une nouvelle série de Spider-Man dans laquelle il a dessiné les 16 premiers numéros. Et il avait aussi participé à un crossover avec, je pense que c'était X-Force ou quelque chose du genre. Et il y a eu du picotage avec l'éditeur en chef parce qu'à un moment donné, McFarlane faisait des images très graphique. Genre, à un moment donné, Juggernaut se fait crever un œil avec un sabre. Et vraiment, là, pour Marvel, c'était pas nécessaire. Puis pour Todd, c'était comme de dire, écoutez, il faut vivre dans le jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent avoir quelque chose de plus adulte. Et Todd avait cette vision d'aller plus adulte. Il y a eu le clash. Todd est parti. Et a créé, je dirais en 80, quelque chose comme 92 à peu près, ou 93, il a créé la compagnie Image Comics. Ça a été la première création de Todd McFarlane. Donc, Image Comics est venu au monde. Puis après ça, dans les années 90, je vous dirais 94 plus spécifiquement, Todd McFarlane est en train de travailler avec Mattel pour faire des figurines de son personnage clé. Le personnage numéro 1 de Image Comics, qui est Spawn, qui est une création complète Todd McFarlane. Je vous le dis, Todd a un caractère. Mattel, Todd, ça ne fonctionne pas du tout. Et à ce moment-là, en 95, Todd décide, écoute, je crée ma compagnie qui va s'appeler Todd Toys et on va créer des premières lignes de Spawn, donc des figurines de Spawn. Et là, on commence à créer la figurine de collection. Mais c'est de la figurine quand même basic, donc le détail n'est pas aussi beau que ce qui va être 2 ans ou 3 ans plus tard.
Mattel va cogner à la porte de Todd McFarlane pour dire, écoute, on s'appelle Mattel Toys. On n'accepte pas que tu t'appelles Todd Toys parce que ça va donner l'impression que tu es encore affilié avec Mattel. Et donc, Todd va changer son nom pour McFarlane Toys. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître le nom de McFarlane Toys. En 97, Todd est un amateur de films d'horreur, donc va créer une série qui va s'appeler Monsters. Il va y avoir 2 lignes, une dans les alentours de 97, puis il va y avoir une deuxième ligne en 98. Et c'est en septembre 98 qu'arrive une ligne dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est la ligne des Movie Maniacs. Les Movie Maniacs, à l'origine, ont été faits avec des personnages d'horreur. Donc, beaucoup de personnes se sont dit à l'origine, Movie Maniacs égale figurine d'horreur. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce que vous allez voir qu'avec le temps, McFarlane va vraiment changer ses lignes, parce que lui, c'est un fan de films. Point final. Oui, l'horreur est avant tout... il est un fan avant tout de films de monstres et de films d'horreur, mais il est également un fan de films tout court. Alors, la ligne va tranquillement se transformer, passer de l'horreur à la science-fiction et même au policier jusqu'à un certain niveau, mais ça, je vais vous en reparler tantôt. Donc, c'est en 98 que Todd va créer la première série des Movie Maniacs. Dans cette première ligne-là, on va retrouver 3 types de lignes. Au début, on fait ce qu'on appelle les Bloody Versions. Donc, on a 5 figurines dans la série numéro 1. On a Freddy Krueger, qui est bien sûr basé sur A Nightmare on Elm Street. On a Jason Voorhees, qui est basé sur Friday the 13th. On a Leatherface, qui est basé sur Texas Chainsaw Massacre. Et là-dessus, on parle du Texas Chainsaw de 1974. On a Eve, qui était basé sur le film Species 2. Et on a inclus également le personnage de Patrick, qui est également dans le film Species 2. Donc, en septembre de 1998, on met la première ligne des Movie Maniacs sur le marché. On va sortir ça, bien sûr, dans les boutiques de collectionneurs, mais on sort ça aussi dans les grandes surfaces. Donc, Toys R Us hérite de cette ligne-là et c'est le clash total parce que quand que Toys R Us reçoit la première ligne, qui est une ligne bloody, la panique pogne parce qu'on se dit excusez M. McFarlane, mais je pense que vous n'avez pas compris, on s'appelle Toys R Us, on a des enfants dans notre magasin, on ne peut pas avoir ça dans notre boutique. Alors McFarlane dit écoutez, pas de problème, on va retirer les figurines, on va garder les mêmes moules, mais on va tout simplement vous faire des non-bloody versions. Alors il y a des versions non sanglantes qui sont arrivées sur le marché. Bien sûr, les fans de films d'horreur, comme moi, on cherche les versions bloody. Puis ça, on trouve ça dans les boutiques spécialisées à ce moment-là. Vous avez donc Toys R Us qui tient la version non sanglante. Vous avez les boutiques de collectionneurs qui tiennent la version non sanglante et sanglante. Et là, il y a une troisième petite ligne une petite ligne variante que McFarlane va faire aussi, qui sort de nulle part, qui est l'extra bloody version. Où là, vous avez non seulement du sang sur la figurine, mais vous avez du sang sur l'emballage également. Bien sûr, on s'entend que c'est pas du vrai, là, mais c'est juste pour dire qu'elles sont ensanglantées. Alors, ça fait en sorte que la première ligne s'est vendue sold out très rapidement. Ça a été un succès monstre et ça fait en sorte que le domaine de la figurine a totalement changé. Pourquoi? Parce que là, quand je vous parlais tantôt de figurines de collection, la différence entre le jouet et la figurine de collection, le jouet, c'est un enfant qui joue avec. Mais là, on voit des adultes rentrer dans des Toys R Us, des gens de 20, 30, 40, 50 ans qui achètent ce que pour Toys R Us, c'est du jouet, mais qu'il n'en est pas en réalité. Puis eux autres achètent de la figurine qu'ils vont mettre dans leur tablette. Movie Maniacs n'est presque pas articulé. Donc, c'est vraiment une articulation très, très, très limitée, ce qui n'est pas aussi quelque chose qu'on est habitué de voir dans le domaine du jouet. Là. On est habitué de voir quelque chose qui est assez mobile, les jambes, les bras, la tête, bon, le corps. Le corps peut faire un L, donc il peut pencher par en avant pour justement, comme s'il regardait ses orteils. C'est ça. Mais là, dans le cas des Movie Maniacs, on n'a pratiquement pas d'articulation. On peut bouger le bras au niveau de l'épaule, mais la main ne bouge pas, le coude ne bouge pas. La tête peut bouger, les jambes peuvent bouger, mais le corps ne se penche pas. Okay. Ça ressemble plus à une statuette. Une mini-statuette, exactement, semi-articulée. OK. J'ai une question pour toi. Yes. Quand on parle justement que c'est un Freddy Krueger, y a-t-il eu de la difficulté, parce que ces droits-là, ils appartenaient pas de ces personnages-là, est-ce qu'il y a eu de la difficulté à convaincre du monde de... Bien, à vrai dire...
il est arrivé avec le concept d'acheter des licences pour ça, mais il y avait déjà des choses qui se faisaient. Des poupées Freddy ou des accessoires, des boîtes à lunch, des choses comme ça. Il y avait déjà des accessoires qui se vendent. La façon que ça procède dans le domaine de la figurine, c'est la façon suivante. C'est vraiment devenu très complexe aujourd'hui. On signe des contrats avec des compagnies pour acheter des licences. Dans le cas de la figurine, c'est complexe parce qu'une compagnie peut avoir le droit de faire de la licence 6 pouces, mais il y a une compagnie qui va avoir la licence pour faire de la figurine 8 pouces. Puis il y a une compagnie qui peut acheter une licence pour faire de la figurine 10 pouces ou 12 pouces ou 18 pouces ou 19 pouces ou 24 pouces. On peut acheter une licence pour faire de la figurine buste, mini-buste, premium, 12 pouces, 14 pouces, 18 pouces, 24 pouces. Tout exact. Tout existe. Donc, vous pouvez avoir 20 compagnies qui vont faire 20 fois des produits sur Freddy, mais ils n'ont pas le droit d'aller dans le domaine qu'ils n'ont pas la licence pour le faire. Donc, dans le cas de McFarlane, lui, il a acheté le 6 pouces. Alors, il a dit, moi, je vous fais une ligne 6 pouces sur Freddy. Donc, je vais acheter, mettons, exemple, je vais acheter le personnage de, mettons, Freddy du premier Nightmare on Elm Street. Parce qu'aujourd'hui, une compagnie qui veut faire un Freddy dans le premier Freddy, mais qui après ça veut faire un Freddy 3 ou un Freddy 4 ou un Freddy 5, il faut qu'il achète la licence de chacune. De chacune, exactement. En plus de ça, si, mettons, puis on va parler de likeness, donc de ressemblance à l'acteur, à ce moment-là, peut-être que tu dois donner aussi également, parce qu'aujourd'hui, les contrats avec les comédiens sont signés comme ça, tu vas devoir donner une redevance également à l'acteur parce que c'est son visage que tu utilises pour faire le film. Dans le cas d'un monstre, tu n'as pas vraiment besoin de le faire. Mais si, mettons, vous faites une série, mettons un exemple sur... Jack Nicholson, le Joker dans Jack Nicholson. Oui, ou encore, mettons qu'on aurait fait la figurine du personnage de Jack Nicholson dans The Shining. Ouais. Tu dois donner une redevance à Jack Nicholson parce que c'est son visage que tu utilises. Donc, tu fais de l'argent sur son visage, automatiquement, lui a le droit d'avoir une commission sur l'argent que tu fais. Okay. Donc, c'est très complexe. C'est un monde qui est devenu, avec l'avènement de McFarlane Toys, mais surtout avec l'avènement des Movie Maniacs, c'est un monde qui va soudainement devenir extrêmement complexe parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ce que tu as. Okay. Il faut absolument que tu calcules ce que tu veux faire, puis tu payes pour ce que tu veux faire. Puis après ça, considérer, est-ce que les redevances qu'on me demande sont trop élevées? Est-ce que je vais faire de l'argent avec ça ou est-ce que je ne vais pas faire de l'argent avec ça? Tu dois négocier ce que tu veux payer. C'est très, très, très complexe comme univers. C'est bon. Après une année de succès incroyable en 98, écoutez, moi je me rappelle en 98, j'avais fait un événement qui s'appelait Fantastica, le premier événement. Si vous allez voir sur mon site, le site web de l'émission radio Fantastica, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, dans l'historique, vous allez voir que le premier événement que j'ai créé s'appelait Fantastica. Et j'avais présenté la ligne de 98 des Movie Maniacs. J'avais été voir le Toys R Us qui était à l'époque à Fleur-de-Lys, en face du centre d'achat Place Fleur-de-Lys. Oui. Puis j'avais été voir également une boutique de collectionneurs qui s'appelait TPM à l'époque. Puis je leur avais dit, armez-vous, parce que moi, je m'en viens avec ça. Puis quand je vais le présenter, je suis certain que ça va avoir un succès monstre. Et comme de fait, je pense que moi, j'avais commencé mon événement le jeudi à 10h. À 1h, la boutique du collectionneur, il n'y avait plus rien dedans. Puis à 5h30 de l'après-midi, je recevais un call d'une personne que je connaissais au Toys R Us pour me dire, écoute, on s'est fait vider. Puis il me demandait, enlève ton stock parce que là, on s'en fait demander à tour de bras. Je disais, non, je peux pas. Il est là toute la fin de semaine, il va rester toute la fin de semaine. Mais il y a eu une demande monstre et ça a été pareil à travers l'Amérique du Nord. La demande a tellement été forte que les étagères se sont vidées dans le premier week-end. Okay. C'était vraiment incroyable. McFarlane, face à ce succès-là, décide de faire une deuxième série. On demeure dans le domaine de l'horreur et du fantastique. Donc, cette deuxième série qui va sortir à l'automne 99, ça va être Chucky, du premier Child's Play. On a The Crow, donc le premier corbeau. On a Ghostface, du premier film Scream. On va avoir Michael Myers, du premier Halloween. On parle de la version 74. On a Norman Bates avec le visage de Anthony c'est Anthony Hopkins. Non, c'est Anthony Perkins, pardon. Donc, du premier Psycho des années 60. Mais la figurine est en couleur, elle n'est pas en noir et blanc. Et bien sûr, on a le Pumpkinhead, qui est cette créature là, du film, si je ne me trompe pas, c'est un film qui était sorti en 88. Et on a décidé de faire le premier box set, qui était Bride of Chucky. Donc, on avait Chucky, Balafré et Tiffany. Donc, ça aussi,
Gros succès monstre de cette ligne-là, même chose, moi, quand j'ai fait l'événement en 99, là, ça a duré un peu plus longtemps parce que le Toys R Us en avant a fait rentrer un 18 roues juste de ça, fait que ça a pris 2 jours avant qu'ils vident tout leur inventaire, mais ça a eu également en Amérique du Nord encore là un succès monstre. Dans la série numéro 3 qui sort en 2000, McFarlane va commencer à shifter un petit peu. Donc, oui, on garde l'horreur avec The Fly, donc La Mouche. Et là, on parle bien sûr du Fly, pas la version 58, mais on parle le film de David Cronenberg en 86. OK. On va avec Snake Plissken, Escape from New York, le film de Carpenter de 79. Là, cependant, on tombe science-fiction. Donc, vous voyez, on vient de sortir de l'horreur. Là. On fait The Thing, un autre succès de John Carpenter qui était fait en 82. Donc, on a le Blair Monster. Donc, ça, c'est la créature où est-ce qu'il y a un gars, à un moment donné, qui est comme... il a sa tête en haut d'un corps complètement qui va en hauteur, comme un serpentin. Oui. Puis, à un moment donné, sa tête s'arrache. Puis là, vous avez comme une tête là, qui vient avec ça. Ça, c'est le deuxième là, qui appelle le Norris Creature avec le Spider-Head. Ça, c'est un autre ensemble qui a été fait. Et on a eu également... Edward aux mains d'argent, Edward Scissorhands, qui là tombe un petit peu dans le fantasy. Pardon. Et on a John Shaft, basé sur le film Shaft avec Samuel L. Jackson. Donc là, on tombe dans le policier. Oui. Donc là, les gens disent « Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous amènes des personnages comme ça? » Nous, on était dans l'horreur et c'est là que McFarlane dit « Écoutez, la ligne s'appelle Movie Maniacs. Elle s'appelle pas Horror Maniacs. » Donc là, les gens ont commencé à comprendre que, OK, on commence à shifter dans autre chose. On s'en va dans autre chose. Ouais. On s'en va dans autre chose et c'est quelque chose qui est précurseur parce qu'encore là, on est habitué de voir des choses dans la science-fiction, dans l'horreur. Là, on va dans le policier. Donc, on n'avait jamais eu la chance d'avoir, autre que des poupées, on n'avait jamais eu la chance d'avoir une figurine 6 pouces avec une belle qualité basée sur un personnage d'un drame policier ou quelque chose. Donc, on vient d'ouvrir encore là une porte incroyable qui nous donne l'espoir qu'un jour, on pourrait avoir des figurines de Pulp Fiction ou des figurines d'un film qu'on aime ou d'un personnage qu'on aime. Se rajoute à cette ligne-là 3 choses. D'abord, on va avoir encore un nouveau box set, le deuxième box set, mais on tombe dans le 15 pouces. C'est une première pour McFarlane. Et là, on tombe dans le box set de King Kong 1933, dans lequel vous avez King Kong qui est sur la scène au moment où il s'évade, mais il y a quand même ses chaînes. Et vous avez le personnage de Fay Wray en tout petit qui est mis en avant. Très beau petit box set qui est vraiment adorable. Et là, McFarlane développe le 18 pouces. Freddy Krueger, Michael Myers sont les premières figurines à être faites là-dedans. Qui retourne dans ses succès des tout premières boîtes qu'il a sorties. Oui, exactement. Donc, il reprend les figurines qu'il a faites dans le 6 pouces, mais il a tout simplement grossi le moule, puis il est fait en 18 pouces. En plus, non seulement son 18 pouces, mais ils sont sonores. Oh. Fait qu'encore là, on est avant-gardiste, on essaie quelque chose de nouveau, ce qui fait que ça a encore là un succès monstre. L'année suivante, là, on s'en va avec Movie Maniacs série 4. Donc là, on va avoir le personnage de Candyman, qui est la seule fois où on va avoir le personnage de Candyman dans une figurine 6 pouces. Vous allez avoir Evil Ash, qui va être fait basé sur Army of Darkness. Vous allez avoir un Freddy Krueger, une nouvelle édition. Et on va tomber dans le format science-fiction avec Terminator, où là, on hérite d'un T800 puis un T1000. Donc, bien sûr, vous aurez deviné qu'on parlait de Terminator 2, Judgment Day. Donc, on a le T800 au visage d'Arnold, mais on n'avait pas le droit du likeness d'Arnold, fait qu'il a fait quelque chose de différent. C'est-à-dire que le visage est comme brûlé, détruit. Okay. Et le T-1000, bien sûr, là, on avait le likeness, on avait le droit d'utiliser les traits de Robert Patrick. Donc, lui, à ce moment-là, on a vraiment les traits de Robert Patrick. Et on fait le Blair Witch Project. Sauf que McFarlane Toys, et ça a fait beaucoup d'histoires là-dessus, McFarlane Toys a les droits pour faire son adaptation de Blair Witch Project. Mais la Blair Witch, on la voit pas dans le film. Ben, c'est ça que je me disais. On la voit presque. Exact. Il y a un petit flash à mener à la fin, je pense. Là, même pas, on la voit vraiment pas. Et donc, McFarlane fait une adaptation. Alors, il y a 2 versions de la Blair Witch. Donc, vous avez une Blair Witch version arbre, puis vous avez ce qu'on appelle la Dread Witch et la Tree Witch. Donc, c'est 2 versions totalement différentes de la Blair Witch Project, mais ce n'est pas des concepts qui ont été utilisés pour le film. Donc, c'est son adaptation. Mais encore là, c'est une première parce qu'il va le refaire un petit peu plus tard, ça. Dans le box set, c'est le box set de Jaws, qui pour moi est un des box sets les moins beaux de ce que tout
est apparu dans le Movie Maniacs, mais c'est quand même un petit box set qui est plaisant pour le monde parce que c'était quand même la seule première fois qu'on était capable d'avoir de quoi basé sur Jaws. Ouais. Donc, on a notre requin qui est en train de bouffer le bateau voyons, mon Dieu, c'était pas... Il y avait Richard Dreyfuss, mais c'était l'acteur, en tout cas. Anyway, bravo. Exactement, c'est pas grave. Dans le 18 pouces, on va faire le Ash et on fait également le Leatherface à ce niveau-là. L'année d'après, on fait la série 5, donc le Jinx de Wishmaster, Jason X, donc bien sûr, vous avez deviné, c'était Jason numéro 10, Lord of Darkness qu'on a fait, basé sur le film Légende de Ridley Scott. On continue le Terminator 2 avec le T-800 endoskeleton et le personnage de Sarah Connor. Et là, on fait la deuxième adaptation qui est le Tooth Fairy. On a le Tooth Fairy dans le film Tooth Fairy. C'est un film qui avait été fait dans le début des années 2000. Mais malheureusement, on va faire une adaptation de la Tooth Fairy. Donc, on fait deux versions. On va faire une version bouche ouverte et une version bouche fermée de la Tooth Fairy. Au même titre que la Sarah Connor, il va y avoir plusieurs versions, différentes têtes. Une version avec une calotte, une version pas de calotte, une version avec la bouche différente. Alors, on fait des variations. Là. On commence à faire des variations dans le domaine du Movie Maniacs. On n'est pas encore rendu parce que moi, je ne suis pas très dans la figurine, mais si j'en ai vu quelques-unes. Maintenant, il y en a que tu peux changer les têtes. Oui, ça, c'est NECA qui va amener ça plus tard. Ah, OK, c'est ça, c'est plus tard. OK. Dans le 18 pouces, on fait Édouard aux mains d'argent. Encore là. Donc, ça, c'est un autre beau morceau qui est fait. Version 6, ça, on est rendu en 2003. Là, McFarlane Toys se base principalement sur Alien et Predator. Donc, on fait Alien Queen. Donc ça, c'est le box set, le fabuleux box set de la Queen Alien, le premier qui avait été fait à l'époque. Super beau d'ailleurs, c'est un des plus beaux box sets de Movie Maniacs. Vous avez le Dog Alien basé sur Alien 3. Et après ça, on fait 3 Prédateurs. Donc le Prédateur du premier film, on a le Predator Hunter et on a le Warrior Alien. Excusez, j'avais oublié celui-là. Le Warrior Alien, c'est bien sûr Alien 2. Mais le Predator et le Predator Hunter, ça, c'était basé sur le premier et le deuxième film de Predator. Donc une ligne là-dessus. On va rééditer 2 box sets. On va faire la réédition du Lord of Darkness de Légende, qu'on sort dans une espèce de boîte, mais qui est comme en hauteur. Là. Et puis, vous avez juste la figurine qui vient comme un stage. Okay. Et puis, la boîte est en plastique, donc vous ne défaites pas la boîte, vous la laissez là-dedans. Puis, il y avait Ash et Evil Ash qui avaient été faites aussi dans ça. Et bien sûr, 2004, c'est la fin de la ligne Movie Maniacs avec cette ligne-là. Donc, on s'attaque à Alien avec Hicks, le Corporal Hicks qu'on avait fait. On s'est attaqué également à Robocop, qu'on a fait en 7 pouces, mais qu'on va également faire dans le 12 pouces, parce que là, on va sortir une ligne 12 pouces dans les Movie Maniacs, c'est-à-dire qu'on va faire Leatherface, l'édition 2003, et le Robocop en version, la version du film 87 en 12 pouces. Et là, vu qu'on s'attaque au Leatherface de 2003, au Texas Chainsaw, toute la ligne Movie Maniacs 7 va être principalement basée sur Texas Chainsaw Massacre version 2003. Donc, Erin, ça c'est l'héroïne du film. Leatherface. Le Old Mountie, ça c'est le grand-père en chaise roulante qui a plus de jambes. Et le shérif Hoyt, qui est bien sûr là, un des membres de la famille de Leatherface. Donc, tout ça s'en vient dans la série 2004. Donc, ça, bien sûr, c'est ce qui marque la fin des Movie Maniacs. Il y a eu aussi des exclusifs, là, des 2-packs. Il y a eu un Ash versus Pit Witch, puis un Ash versus Evil Ash. Ça, c'est ce que je vous disais tantôt, là, l'espèce de boîte qui avait été faite. Donc, ça a été vraiment l'événement clé parce qu'au niveau du visuel, au niveau du détail, c'est avec les Movie Maniacs que McFarlane a fait des tests, puis tranquillement, pas vite, va développer McFarlane Toys pour devenir une des compagnies les plus, à cette époque-là, une des plus hallucinantes dans le domaine de la figurine de collection avec du détail incroyable comme ça n'en est jamais vu. D'ailleurs, ils vont se lancer par la suite dans le sport puis dans d'autres affaires, mais ils vont vraiment développer un type de figurine qui, jusqu'à l'avènement de NECA, il n'y aura personne qui va vraiment porter de la compétition. Mais quand on arrive dans la fin des années 90, plutôt dans le début des années 2000, là, on sent que là, les gens commencent à arriver. Là. On a NECA qui va commencer à arriver, SOTA va arriver. Puis McFarlane va commettre des erreurs, principalement de ne plus acheter de licence parce qu'il va dire « Mon nom est fait, j'ai plus besoin d'acheter de licence parce que maintenant, j'ai juste à dire « Je vais faire une figurine de toi. » Puis les gens vont dire « Hey, le nom McFarlane, on veut faire de quoi de toi. » Mais non, les compagnies vont toutes shipper les licences autour de lui, ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à faire.
parce qu'il n'y a plus de licence à acheter. Alors, ils décident de simplement lâcher certaines lignes, dont les Movie Maniacs. Et ça va laisser la place à Sota et à NECA pour amener eux autres leur Cult Classic et leur Now Playing, qui vont être des séries qu'on va reparler dans d'autres chroniques plus tard, mais qui vont amener des personnages autres que McFarlane n'a pas fait, mais qu'il aurait pu faire s'il avait gelé les droits à ce moment-là beaucoup plus vite. Ça, il n'a pas bougé assez vite. Je pense qu'il a été victime de son succès jusqu'à un certain point. Puis, il s'est fait déplacer. Pas déplacer, mais je dirais les événements ont été plus vite que lui. Il n'a pas réagi assez vite à l'évolution de. Il ne s'attendait pas mettons, qu'il allait avoir des concurrents qui allaient être aussi agressifs. Non, il s'attendait d'être un peu. Il dit, regarde, je suis tout seul depuis X années. Il dit, ça va continuer de même pendant un bout de temps. Oui, puis je pense qu'il a sous-estimé le marché. Parce qu'il a créé quelque chose avec l'achat des licences pour la figurine de collection. Et les compagnies, eux autres, les compagnies de cinéma, eux autres, ils ont comme vu, il y a de l'argent à faire là, et ils ont développé le marché. Et je pense que McFarlane a peut-être été... Il ne l'a pas vu venir assez vite. Il a développé un marché, puis il a été, comme je disais tantôt, victime de son succès, dans le sens que il a ouvert une porte de Pandore. Tout le monde s'est pitché dedans et il a comme été déplacé tranquillement, pas vite, parce que tout le monde a bougé plus vite que lui. Alors, ça a fait que le domaine de la figurine, maintenant, aujourd'hui, est faramineux. Tout se fait aujourd'hui. N'importe quel domaine peut se faire en figurine. Et le marché est tellement gigantesque. Mais McFarlane Toys n'est plus vraiment présent dans ce domaine-là parce que c'est NECA qui a pris le marché. Puis il y a d'autres compagnies comme Play Arcade dans le Japon qui s'en va prendre le marché également à ce niveau-là, mais dans le haut de gamme. Et vous avez plein d'autres compagnies. Alors, il a été comme complètement dépassé à ce niveau-là parce que tout le monde l'a comme fait un petit babaille en disant c'est le fun ce que tu fais, c'est beau ce que tu fais, mais maintenant tu nous laisses la place parce que nous autres, on a été plus vite que toi. Même si nos produits sont moins beaux que toi, on a été plus vite que toi pour acheter les licences. Puis c'est ça. Maintenant, c'est nous autres qui avons le droit de faire ça. Exactement. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.